Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir passé votre vie à tenir sans vraiment savoir ce que vous ressentiez à l'intérieur? Certaines personnes apprennent très tôt à être fortes, à ne pas déranger, à prendre soin des autres avant d'elles-mêmes. Et pendant longtemps, cela peut donner l'impression que tout continue normalement, jusqu'au jour où le corps, les émotions ou le psychisme commencent à parler autrement. Bienvenue dans Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Je m'appelle Elke Soufflier, je suis psychopraticienne certifiée en IFS, Internal Family System, et en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Je reçois à Paris et en vidéoconférence. Dans cette saison, je vous propose des épisodes témoignages et des épisodes décryptage pour explorer ensemble les moments de bascule intérieure, les blessures, les effondrements, mais aussi les chemins de reconstruction. Aujourd'hui, vous allez entendre Chantal. Dans cet épisode, elle raconte son parcours avec beaucoup d'intensité, de sincérité et d'humanité. Elle sera question d'enfance, de blessures émotionnelles, de dépression, de perte de voix, de corps qui parle, mais aussi de ce lent mouvement qui l'amène peu à peu à revenir vers elle-même. Certaines parties de ce témoignage abordent la souffrance psychique, les traumas et les périodes de grande détresse émotionnelle. Prenez soin de vous pendant l'écoute et avancez à votre rythme. Je vous laisse maintenant avec Chantal. Aujourd'hui, je reçois Chantal, qui nous vient du Québec avec son accent chantant. Nous allons écouter son histoire et je souhaite la bienvenue à Chantal. Merci, merci beaucoup à toi d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais faire un effort de un petit peu tasser mon accent québécois pour être bien comprise. Avant d'entrer dans ton histoire, Chantal, est-ce que tu peux nous dire qui tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis une passionnée d'évolution humaine. Je suis, enseignante d'authenticité, enseignante de lucidité identitaire, relationnelle et quantique. J'accompagne des individus et les solopreneurs dans, faire tomber les barrières, les traumatismes, les blocages, les peurs et tout ça. Je suis auteure et conférencière. J'ai publié 2 livres dont, Confetti ta vie qui est sorti en 2019 Et si Dieu était matière, en 2022, qui sont, des livres vraiment où est-ce que j'amène à la fois des enseignements, mais des récits de mon parcours. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivée à venir à ton émission parce que je suis très transparente au niveau de mon parcours, parce que je me dis: «Si ça peut inspirer l'espoir et la confiance que la vie n'est pas là seulement pour nous envoyer des embûches», ben, c'est fait que j'aime beaucoup partager mon histoire parce que j'ai appris à tirer un bénéfice en toute expérience et ça, je pense que malheureusement, on n'est pas assez au courant qu'il y en a toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, comment tu te définirais aujourd'hui? Je me défie comme la seule chose qui a perduré de toute ma vie, je suis une personne intense, qui vit beaucoup d'intensité, de passion. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été là. Ça m'a servi à me péter la gueule. Ça m'a servi à bien des embûches. Aujourd'hui, je me sers de cette, je sais pas si ça peut être de la je pense que c'est une détermination, une dévotion au plaisir de la vie. Avant, j'étais dévouée à la souffrance, là, je suis dévouée au plaisir. C'est la seule différence, mais je suis vraiment une personne vraiment passionnée et intense de nature, qui espère inspirer les gens à vivre la vie, parce que j'ai vécu beaucoup de refoulement, de blindage émotionnel pour ma survie, on va sûrement en reparler plus tard, mais pour moi, ça a été une prison terrible et lorsque je suis sortie de cette prison-là et je me suis dit: «Waouh, ça goûte le gâteau au chocolat quand on se donne le droit de vivre nos émotions» et je rêve du jour où tout le monde va goûter au plaisir de rire, de pleurer, de se fâcher, parce que c'est l'espace où est-ce que notre vérité s'exprime et c'est un espace de haute délectation lorsque c'est pas freiné.
Ouais, on entend ta passion derrière et c'est cette énergie que tu vis en ce moment, qui te définit, c'est merveilleux. On l'entend, la manière comment tu le poses vraiment et qu'est-ce qui est important aujourd'hui, pour toi dans la vie? Heu, Ce qui est important pour moi, c'est ne plus, je m'entraîne encore à ça parce que j'ai découvert, une espèce de toxicité, tellement spontanée et naturelle qui remontait à très jeune dans mon enfance, le réflexe de me tasser de ma vie, pour prioriser le bonheur des autres et c'est le gène hyper-empathe qui a fait ses dommages et aujourd'hui, je me suis fait la promesse de ne plus jamais me tasser de ma vie, donc je m'entraîne à ça et c'est par l'authenticité que ça commence, je crois. Tu sais, 1 être vrai, 2 ne pas s'exclure, ne plus, être en dernier sur la liste parce que des fois, on n'arrive jamais au bas de la liste. Donc cet espace-là où est-ce que, j'apprends encore, à me prioriser, dans un espace où je découvre que autant c'est facile de se tasser de sa vie en étant convaincu que ça va déranger si on prend notre place, que en m'affirmant, je fais comme: «Waouh!» Tu sais, comme avec mon chum, par exemple, chez nous, on a comme, une le deuxième étage, on a comme 2 grands espaces où ce que on a notre salon conjoint, mon chum a son salon et moi, j'ai mon petit salon. On a comme chacun nous et il était comme il rentrait dans mon salon avec son cellulaire et là, j'ai dit: «Tu ne fais pas de cellulaire dans mon salon» et là, tu sais, c'était comme Confortable, ouais, cellulaire, c'est hein, oui. ça et il disait: «Ben ouais, mais tu es même pas là». J'ai dit: «C'est pas grave» et là, tu sais, j'ai fait comme j'ai tenu ma position et j'ai dit: cette énergie-là que j'ai mis dans cette pièce-là, que j'ai déc tu sais, que je me suis attribuée, exige que puis j'ai dit: «Je tolère déjà que ton chargeur de d'appareil soit là, ben, au moins utilise-le pas dans ma pièce», tu sais? Et surprenamment, le lendemain, il m'a dit: «Regarde chérie, je me suis installé un beau petit crochet dans mon salon à moi, puis maintenant mon chargeur est Ah! dans mon petit salon», Ouais, sans que je lui demande! Fait que tu sais, ouais, ouais. c'est quelque chose de banal quand même, mais qui nous montre à quel point on a une facilité à se tasser alors qu'on peut tellement découvrir qu'on est aimé par le simple geste de s'affirmer dans nos besoins, juste de le nommer. À quel point ceux qui nous aiment peuvent mieux nous livrer l'amour qu'ils nous portent. Ouais, tu as pris ta place, hein. Ouais, c'est beau, c'est super. Ah, c'est très, c'est touchant ce que tu dis parce que vraiment on sent, que tu as à un moment donné, tu as pris ta place, hein, là où tu t'es et tu le défends et c'était important pour toi de le faire et de cette manière dans ton couple, dans ta relation, tu as le retour également et tu vois, hem en revenant un petit peu au passé, si on revenait un petit peu en arrière, hein, pour, raconter un peu ton histoire, parce que tu as déjà un peu évoqué tu as traversé, des grandes périodes de ta vie. Hem, Comment était ta vie avant ces grandes traversées? Ça a été, 42 ans, j'ai 52 ans aujourd'hui, ça a été 42 ans de ma vie où est-ce que je suis passée d'un traumatisme à un autre. Mmh. C'est comme si j'avais fait le marathon de à quel point on peut souffrir. C'est ça a été, tu sais, je suis née d'un père alcoolique, d'une mère, suicidaire, et ses parents-là se sont séparés, j'avais 3 ans environ. Je me suis retrouvée à spontanément prendre en charge ma mère en bas âge comme ça, à l'âge de 5 ans, j'avais déjà un tempérament maternel à prendre en charge le bonheur de ma mère et quand je disais: «Je me suis tassée de ma vie beaucoup trop longtemps», ben, j'ai commencé à cet âge-là à me tasser de ma vie et à prioriser le bonheur de ma mère, au mien. Donc Mmh. ça a été Et tu te rappelles aussi, comment tu te rappelles aussi, déjà à ce jeune âge, que tu avais un dialogue intérieur, que tu te rappelles déjà de ça, à l'époque?
Ça s'est placé très vite, très fort en effet, parce que lorsque tu es supposé tu supposé être une enfant, donc Ouais, tu es ouais, ouais. supposé avoir le support de tes parents. Je ne me suis pas permis ça. Parce que je me disais: «Ma mère est déjà elle souffre déjà, elle est déjà en détresse, je peux pas lui amener mes tristesses, mes peurs, mes insécurités et tout ça». Donc quand je dis que je me suis tassée, ça a été, ben, je vais j'ai pas le temps de m'occuper de ma tristesse ou de ma souffrance, on va la mettre de côté, puis on y reviendra plus tard. Mais le plus tard est venu tellement tard que j'avais oublié à quel point je m'étais tassée. Ça a été, le dialogue intérieur, c'était: «Tais-toi». Ah, tais-toi, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un moment, où quelque chose a profondément Ben, basculé pour toi? il y a eu beaucoup de choses parce que veux pas, à 15 ans, j'ai fait la première de mes 4 dépressions. Je suis devenue mère célibataire à l'âge de 19 ans, 20 ans. J'ai eu une agression sexuelle à l'âge de 15 ans, qui a entraîné la perte de mon meilleur ami. Donc ça a été, puis après plus des années plus tard, ça a été le deuil de ma meilleure amie. Donc ça a été beaucoup de choses et L le premier point de bascule, je dirais, un des premiers points de bascule a été que moi, je perdais la voix plusieurs fois par année. À force de se taire, le corps dit: «Tu veux pas parler? OK, ça te sert à rien d'avoir de la voix». Donc je perdais la voix plusieurs fois par année et la dernière fois que j'ai perdu la voix, je l'ai perdue pendant 6 mois. 6 mois? Oui, je ne suis plus irritable aujourd'hui. Donc quand tu perds la voix pendant 6 mois, veux pas, tu te remets en question, «Coudon, c'est quoi qui se passe? C'est quoi que mon corps tente de me dire par là?» Tu sais? Et ce que j'ai compris aujourd'hui et j'ai eu accompagné des gens avec ça, c'est que quand on perd la foi en la parole, quand on perd, tous nos sens, tout notre corps est supposé de nous servir à expérimenter l'amour, la connectivité, la proximité. Donc dès qu'on sert de notre corps ou de nos sens pour nous faire du mal, le corps, il dit: «Ben, tu pas besoin de ça». Et bien sûr, j'étais convaincue que quand je disais: «Je t'aime», ça ne sert à rien. Lorsque tu côtoies une personne suicidaire, tu as l'impression que ton amour est impuissant. Donc je me suis beaucoup égarée dans un espace d'impuissance et j'ai fini par croire que mon amour ne suffisait pas. C dans cet espace-là, ben, peu importe ce que je disais, ça n'avait pas d'importance, peu importe ce que je faisais n'avait pas d'importance et c'est ce qui m'a tu sais, c'est les conclusions que j'ai tirées aujourd'hui du fait que j'ai perdu la parole parce que j'ai eu à accompagner des gens qui perdaient justement la foi en la parole et ça se manifeste de différentes façons et je crois que ça a été un des chocs. L'autre choc, Mmh. c'est quand, ma fille a emprunté les mêmes comportements que ma mère que je me suis dit: «Oh, il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas compris» et que, je me suis remis en question vraiment sur, heu Comment ça s'est matérialisé, avec ta fille? Ça tu l'as vue très tôt ou dans le fond, c'est non, ça a c'est été très comment? radical. Ma fille m'a dit: «Maman, arrête de me regarder, je me sens minable» et tout ça avant de me dire qu'elle avait, pris des comprimés. Dans cet espace-là, tu te dis: «Comment est-ce que ça se peut que, mon enfant, que j'adore, que j'admire, que je vois tout son potentiel, sa richesse, comment ça se peut que, tout à coup, j'arrive à lui faire autant de mal?» À partir de simplement mon regard et c'est le jour où j'ai compris l'impact d'un regard, où est-ce que, hem, l un regard et je m'en sers beaucoup dans mon métier maintenant pour semer la foi, l'espoir, pour permettre aux gens qui sont en avant de moi de voir dans mes yeux ce qu'ils aspirent à voir dans les leurs. Je me Mmh sers mh. beaucoup du regard Ah, aujourd'hui c'est très beau, hein. parce que, on Mmh. on on est en quête d'un regard d'admiration, un regard qui va nous dire: «Oui, tu as raison de croire en toi» et Mmh c'est mh. tu sais, je fais du réseautage beaucoup et j'ai eu l'occasion de voir des transformations de femmes que j'ai juste
poser un regard, dit une phrase et pouf, le travail était fait et elles ont fleuri. C'est vraiment impressionnant l'impact d'un regard, ce que ça peut changer dans la vie de quelqu'un. Je l'ai appris par Mmh. les dommages que ça peut Bien faire et sûr. maintenant je m'en sers pour faire le bien avec cette puissance du regard-là. Donc si je comprends bien, tu as grandi dans un environnement, traumatique Totalement. et tu as vécu des situations qui sont des conséquences, hein, qui en résultent de ça? Et est-ce que tout à l'heure, tu as parlé, de tes émotions, de ta tristesse, est-ce qu'à ces moments-là, quand tu as grandi, hem, tu as su les prendre en charge un peu mieux ou Ah, ça a été long, ça hem, a été vraiment long. Dans le fond, c'était long? étant donné que, quand j'étais petite, je suis une hypersensible empathe, donc c'est sûr que j'étais extrêmement sensible à pleurer n'importe quand pour n'importe quoi. Donc je me suis fait, tu sais, les enfants se bullient entre eux, là, je sais pas comment ça se dit en Europe, là, que les enfants se titillent entre eux, ça ils se et ils Harcèlement? vont vraiment vers les plus vulnérables et j'en étais. Donc, j'ai adopté très jeune un comportement de, je vais faire à croire que j'ai confiance en moi, je vais faire à croire que je suis solide. Donc j'avais adopté une posture très de confiance en moi, dans ma façon de me tenir, ma façon de bouger, ma façon de parler. J'étais une prodigieuse hypocrite, que je dis souvent. Donc j'étais Ah, une prodigieuse hypocrite dans la manifestation de ma prétendue confiance en moi pour afficher une mais c'était solidité. pour te protéger aussi. C'était la protection pour toi. C'est ça, mais Donc ça a du sens d'entendre lorsque, tu fais une, 2, 3 dépressions, et que tu te rends compte que jeune c'est pas normal. Tu sais, c'est pas normal qu'à oui. toutes les 3 ans, je fasse une dépression d'1 an, mais lorsque j'ai eu ma 4e dépression et j'ai dit à mon médecin: «Peux-tu m'envoyer en psychiatrie? Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi». Et que là, ils m'ont donné le diagnostic de bipolaire et qu'il m'a dit: «Tu vas prendre des Ah, pilules à vie». Et là, dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, ça l'a fait: Non, je n'adhère pas à cette proposition». Et là, d'accord. comme je suis rentrée en introspection, ça a été un gros déclencheur où est-ce que je me suis rendu compte, ben, c'est normal à être la prodigieuse hypocrite que je suis, en affichant Mmh. solidité, rigidité et force alors que je suis une hypersensible, c'est normal que je Eh oui, m'effondre. Et eh oui. dans cet espace-là, je me suis remis en question et j'ai dit: «Et si je faisais du fur et à mesure, peut-être que j'aurais pas besoin de pleurer pendant 1 an». Mmh. Et jamais avant, les médecins ont reconnu, ou à l'école ou, ton entourage, t'es dit: «Mais une dépression, mais va voir le médecin peut-être». C'est Non, parce que parce ce que n'est je me plus une cachais. maladie, tu es jeune, je veux dire c'est pas, il y a 50 ans, 60 ans C'est que on pouvait étant dire donné oui, c'est Dans le fond, je me cachais quand j'étais en dépression, je me cachais. Donc personne ne le savait, ni ma mère, ni mes amis, ni ah mes OK, proches. Il y a OK. une fois, j'habitais en colocation avec un jeune homme. Lui, il a vu, tu sais, à quel point je mangeais pas, je dormais pas, tu sais, je me nourrissais vraiment mal, je buvais, je fumais de la drogue. Tu sais, lui, à un moment donné, il m'a ramassé par le chignon du cou, là, il a dit: «Tu vas arrêter tes conneries puis tu vas manger, là». Donc tu sais, mais j'ai vécu vraiment mes zones de chute, de dépression, je les ai vécues dans l'isolement. Il y a seulement la dernière, dépression que j'ai faite, que j'étais allée chercher de l'aide parce que j'étais rendue mère de 2 enfants et là, j'ai fait: «OK, on va se réajuster». Je me suis plus Ouais, donné la ouais, ouais. permission de tomber pendant 1 an. Ouais, ouais, ouais. Donc j'entends que tu avais quand même des personnes de ressources autour de toi, Non, personnes qui j'ai t'ont pas laissé les non? gens venir vers moi. Je me cachais quand Ah, j'étais tu en pas laissé détresse venir. de mon Ah réflexe OK. d'enfance. J'avais adopté le réflexe comme ça de mes proches aussi. Mmh. Donc je me cachais quand j'allais pas bien, je ne le disais pas. Fait que je me suis forgée par moi-même à arrêter de me C'est ça. détruire. Je me suis dit Ouais. puis quand mon corps a lâché, je devais être, peut-être, fin trentaine, début quarantaine, quand mon corps a lâché, où est-ce que je suis rentrée en fibromyalgie. De J'ai compris que,
nous sommes des êtres sensibles, donc nous sommes un affluent, nous sommes un fleuve, une rivière torrentielle et les émotions sont notre flot et si on n'apprend pas à vivre notre flot devient un barrage hydroélectrique et notre corps est pas capable de gérer le barrage hydroélectrique et je me suis mis à vivre mes émotions au moment où elles se présentaient, donc que je sois en train de donner une conférence ou une formation ou en accompagnement, je pleure, je ris, je sacre, je vis. Et je n'ai plus jamais OK, touché à mais une médication ou je n'ai plus jamais refait de dépression. OK. Tu sais, tout s'est placé dans ma liberté d'être. Mais ça ne doit pas être, facile au départ, hein, justement, de vivre les émotions que tu n'as jamais vécues. Ça peut être un peu déstabilisant, je suppose, j'imagine, aussi au départ, p aussi bien pour ton entourage parce qu'ils t'ont jamais vu comme ça et d'un seul coup, tu exprimes quelque chose que tu as jamais exprimé. C'est ce que je dis aux gens, dépêchez-vous d'arrêter de vous retenir parce que plus on se retient, plus on devient torrentiel. On devient comme une bombe à retardement. Donc, plus Ah on oui. retarde, plus on est dans le refoulement, plus on explose, plus on est maladroit lorsque la liberté d'être se réinstalle. Et d'ailleurs, moi, je me disais, ben, je veux retoucher à ma sensibilité. Et je suis allée à l'époque voir une hypnothérapeute et j'allais vraiment la voir pour pleurer, pour me redonner le droit de pleurer et ce qui est arrivé, c'est Ouais. que c'était tellement cristallisé, c'est comme j'avais mon barrage hydroélectrique était ici et lorsque j'ai Au niveau de la réussi à gorge, juste au niveau accéder du sternum, c'est ça. Lorsque j'ai mmh. voulu réaccéder, donc j'étais dans la séance d'hypnose et lorsque j'ai été capable de repleurer, j'ai eu l'impression que j'avais un rocher d'à peu près, 2 pieds de large qui m'avait passé dans la gorge tellement ça le fait mal, la décristallisation. Ah, Et ah là, j'ai oui. été capable de repleurer à nouveau, puis de me réapproprier, si on peut dire, mon corps émotionnel et à vivre mes émotions sainement, dans un équilibre. Puis, et bien sûr, je suis devenue beaucoup moins violente dans mes réactions, peu importe que ce soit de la tristesse ou de la colère, parce que maintenant, je n'accumule plus. Je me suis fait peur dans l'accumulation, je n'y retourne plus. Mmh. Ouais, ouais. Donc ce sont quand même des maladies mentales, comme on dit maintenant dans le côté un peu médical. Ce sont des parties de toi qui se sont forgées aussi en protection, qui se sont mis autour de toi et qui restent, souvent, figées dans le passé et en adulte, ils réagissent, ils se déclenchent à des moments, que tu vis à l'extérieur. C'est par figé, par protection, tu vois? Et tu as trouvé un des concepts hypnose. Est-ce qu'il y en a d'autres concepts qui t'ont aidé à revenir dans le présent? Je dirais, dans le fond, ça a été comme le processus inverse. Étant donné que j'avais appris à vivre toutes mes choses dans l'isolement, ben, j'ai vécu mes processus de transformation dans l'isolement. Et le plus surprenant a été celui de la libération de l'agression sexuelle, qui m'a amené à aller chercher des ressources parce que j'ai vécu une extase que je voulais reproduire. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que je croyais être guérie de l'agression sexuelle, mais j'avais juste appris à vivre avec et à l'époque, en 2017-2018, j'avais commencé à donner des conférences pour aider les gens à comprendre le processus, expérientiel, puis tout ça, puis j'amenais les gens dans une conscience, puis et je suis littéralement tombée en amour avec l'expérience qui me permettait d'être en mesure d'aider les gens. Et dans cette Ah, posture-là, où est-ce que je suis tombée en amour avec l'expérience, donc par effet collatéral, je suis tombée en amour avec la personne naïve que j'étais, qui a vécu l'expérience, avec celui qui m'a permis de vivre l'expérience et en l'expérience tout court. Donc, dans cet espace-là, il m'est arrivé un choc. J'ai fait un rêve, je me souviens plus si c'était le soir ou le lendemain, j'ai fait un rêve où est-ce que je me suis vue avec cet agresseur-là et je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu la même vulnérabilité, la même sensibilité, la même fragilité qu'il y avait à l'intérieur de moi et dans mon rêve, je l'ai agrippé et je l'ai pris dans mes bras et ah, je me suis réveillée de tu mon as rêve dans ressenti une extase totalement démesurée.
Ah criais, je oui. pleurais, je tremblais. J'avais l'impression d'être une lumière Ah qui oui. remplissait la pièce et j'ai fait comme: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Et Ah, tu as fait un déchargement fardeau. Nous, on en parlerait, de déchargement de fardeau, spontané. c'est ça. Fait que ça a été tellement intense que j'ai fait comme: «J'en veux Ah oui, ah encore!» c'est très intense. Et Ouais, c'est là que je me suis c'est très à intense. fouiller pour trouver, un, comprendre ce que j'avais vécu, 2, le reproduire et 3, être capable de l'amener à le faire vivre à ma clientèle. Donc, Mmh. je suis allée prendre une formation en hypnose, après ça en PNL, en brain gym, et personne n'était capable ni de m'expliquer ni de le reproduire. Et c'est quand j'ai pris ma formation avec Stéphane Drouet, que tu connais peut-être, qui enseignait en 2018 le neurosensoriel. Donc, en décembre 2018, j'ai pris ma formation neurosensorielle et là, j'ai compris le processus émotionnel, euh, et et qui est un processus à la fois identitaire aussi. Et à partir de là, j'ai fait comme OK, là, j'ai compris comment ça marche. Donc, je me suis fait beaucoup de ces soins-là à moi-même pour aller me nettoyer tous mes gros fardeaux que j'avais. Et à l'issue de ça, que là, je suis rentrée dans une posture, de détachement identitaire, si on peut dire, et je me suis choisi un ego un maximum malléable. Donc, au lieu de passer d'un ego à l'autre qui ont toujours des limites, j'ai décidé de me souvenir que j'étais de l'eau. Donc, de penser, Ah, agir et réagir comme de l'eau. Et à partir de là, j'ai comme basculé vraiment. c'était ton élément, en fait. C'est C'était ton élément, qui te, Ben, ouais. au-delà de l'élément, c'est ce que nous sommes à la source. On est une molécule d'eau qui s'est émancipée et notre œuvre quantique s'apparente énormément à de l'eau. Donc, pour moi, de pouvoir toucher à la malléabilité de la réalité, à mon pouvoir de création, à l'aspect illimité de ce que nous sommes et de ce que nous expérimentons, pour moi, ça a été un espace très émancipateur et c'est ce qui m'a permis de développer mon soin que moi j'ai créé, mon approche unique. Hem, donc ça m'a permis vraiment de là, à partir de là, de combiner tout, la science, la biologie, la ré la tout, la religion, peu importe, tous les Ah, éléments qui font de nous ah ce que oui. nous sommes par notre façon de penser, de croire ou d'utiliser nos sens et notre corps. J'ai mélangé tout ça et là, j'ai développé une approche vraiment spécifique qui permet d'utiliser le potentiel et c'est pour ça que je dis que je fais de l'ingénierie existentielle parce que j'utilise tout ce qui est Ah. là, je n'enlève rien, on jette rien, on rejette rien, on n'abandonne rien, on utilise ce qui est là et on l'optimise, on le fait, on lui permet de fleurir. Ouais. Ouais, ouais, ça me parle et ça a vraiment du sens, totalement, et bon, je veux pas spoiler la fin de notre interview, hein, notre rencontre, mais je crois qu'il y a un petit cadeau à la fin, que les auditeurs vont avoir de ta part donc ça va être, je pense, très, très bien, donc restez jusqu'à la fin, Chantal a vraiment quelque chose pour vous, à vous faire découvrir, hein. Donc tu t'es transformée, en fait, dans ces concepts différents que tu as pris un petit bout de là et tu as trouvé en toi de le, assembler, si j'ai bien C'est compris. ça, j'ai compris qu'au-delà de quelqu'un, si on peut dire ça comme ça, quand tu sais, avant d'être quelqu'un, on est un humain. Et si on ne comprend pas Ah, ce qu'est un humain, donc un humain, c'est à la base, c'est de l'eau, après ça, c'est un animal, après ça, c'est un individu, c'est des hamsters, nos hamsters mentaux, c'est la panoplie de nos égaux, et on est un libre arbitre aussi, donc le choix fait de notre vie la réalité qu'on crée. Donc de comprendre ce qu'est un humain, c'est d'ailleurs ce que j'enseigne par le biais de mon école Confetti ta vie, cette compréhension-là, et bien sûr, il y a l'âme dans ça, et qui joue un rôle majeur conjointement à nos égaux, parce que leur point de fusion, leur point de rencontre, c'est le corps. Et quand on s'égare dans notre ego, l'âme s'éteint progressivement par les limitations qu'on s'impose. Donc, lorsqu'on comprend la synergie âme, ego, corps, énergie, libre arbitre, la vie se transforme, le temps s'extensionne, il y a tellement le champ des possibilités s'ouvre, c'est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça qu'à partir de je comprends l'humain que je suis,
on peut plus facilement gérer ce que l'on en fait, donc nous. Donc l'individualité devient beaucoup plus émancipante que contraignante. Si on parle de Mmh l'humain et non pas de mh. l'individu qui ne peut être que son passé, ses expériences, ses maladresses ou peu importe. Tu as fait une transformation incroyable, hein. Vraiment de toi, de ton système intérieur qui est venu sur terre avec avec un environnement qui n'était pas, tout rose, hein, tu avais pas la cuillère, d'argent dans la bouche, hein, franchement, et tu as justement ce chemin de transformation, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui que tu ne voyais pas avant? Hem, que la folie est un don divin, mal maîtrisé. Ah! Je OK, souvent je dis, que l maintenant, je dis, j'ai pas toujours dit ça, mais lorsqu'on comprend que, l'humain, par défaut, est en psychose permanente et que lorsqu'il se reconnaît, par ses comportements de psychosé, devient un créateur, heu, qui peut apprendre à maîtriser ses outils au lieu de les subir. Pour moi, ça tu sais, je suis contente en quelque sorte d'avoir traversé la maladie mentale où est-ce que, j'ai tellement cru à toutes les enfers que je me suis créés, à toutes les persécutions que je me suis créées, aux monstres que j'ai fait de moi à une certaine époque parce que j'ai eu des comportements que je n'aurais jamais cru avoir et que j'ai eu et que ça m'a pris 16 ans à me pardonner ces comportements-là. Donc, à quel point j'ai cru en le monstre que j'ai fait de moi pendant 16 ans, jusqu'à mon que mon corps, il dise: «Ça suffit». Donc j'ai eu des chirurgies, en tout cas, j'ai eu des douleurs, physiques qui ont dit: «Ça suffit, ça suffit». Et j'ai réalisé à oui. quel point ma vie, m'amenait dans ma quête d'intensité. J'étais comme devenue addict, dépendante de la souffrance parce que chaque fois que j'arrivais à m'en sortir, je me gratifiais de: «Hey, j'ai réussi, je m'en suis sortie, je vais y arriver, je suis capable de passer à travers n'importe quoi» et ce pathétisme qui s'est ancré en moi a fait: «Ben, ça peut-tu finir à un moment donné?» Et le jour où je me suis donné le droit de vivre et c'est vraiment drôle, je vais te conter vraiment quelque chose d'intéressant que les gens, vivent, ceux que j'accompagne, à long terme. Lorsque tu sais, tantôt, je racontais que je me suis fait plein de soins quand j'ai appris le soin neurosensoriel. Je me suis fait plein de soins pour me Mmh. nettoyer de tout mon bagage et de tout mon caca que j'avais dans mon corps. Et lorsque je suis arrivée dans cet espace-là où il ne restait que la paix, j'ai fait Ah, mmh. comme: «Urk, c'est donc ben plate!» J'ai eu l'impression de m'être faite avoir. Je pense que c'est l'expression, j'ai été bluffée par mon Dieu, j'ai été dupée dans ma quête de paix parce que je trouvais la paix tellement trop paisible que pour moi, c'était un calme plat, heu, en dormant, là. J'avais vraiment et Oui. je suis tombée dans un état de frustration dans la paix parce que l'adrénaline, c'est une drogue très forte, là. L'adrénaline, ça goûte bon, ça goûte le chocolat, Oui. là. Lorsque je suis arrivée dans la paix, j'étais vraiment en colère et frustrée. Jusque j'atteigne Ah. suffisamment de paix pour basculer du côté quantique et lorsque j'ai goûté à la malléabilité de la réalité, j'ai fait comme: «Oh, wow, la belle bebelle, le beau jouet, wow!» Et là, ça m'a comme réconciliée. J'ai: «OK, on va vivre d'intensité agréable au lieu d'intensité, douloureuse». Donc ça a été vraiment là, Ouais. l'espace entre les 2 là et que j'étais frustrée. Puis j'ai d'autres, clientes qui ont traversé cet espace-là, mais il arrive quoi quand il ne reste que le choix? Il ne reste que le choix de se délecter qu'on doit faire chaque jour. Et oui, et oui. Mmh. Et en travers de ton témoignage, hein, de ce que tu dis, on le sent, hein, dans ta voix, hein, vraiment, de ce que tu as d'abord, vécu au départ et tout ce chemin qui a fait que tu es celle,
que tu es aujourd'hui et en travers de ton témoignage, qu'est-ce que tu aimerais, témoigner? Hem, j'enseigne beaucoup aux gens à, sortir de prison comment? En exploitant le doute. Parce que j'étais Mmh. une personne remplie de convictions et lorsqu'on est convaincu ou convaincu, heu, c'est une prison et j'enseigne beaucoup aux gens à utiliser le doute comme une hypothèse qui permet de sortir d'un Mmh. cadre extrêmement limitant. Il a fallu que je doute beaucoup de la réalité dans laquelle je vivais pour pouvoir en sortir. Il a fallu que je cesse d'être une convaincue de ma réalité pour pouvoir en sortir. Il a fallu que je dise: «Et si je m'étais trompée? Et si ça pouvait être autrement? Et si?» Donc «et si» était comme ma salière poivrière de réalité où est-ce que le champ des possibilités s'ouvre, les hypothèses s'ouvrent. Donc, c et tu sais, ça a tellement fait une différence dans ma vie de à toutes les fois que je grogne, mettons, je vais vivre une expérience, puis, là, je suis comme: «Ah, c'est quoi cette merde encore?» Puis là, je suis Mmh. comme, ça me gruge et je suis comme: «OK». Et là, je prends une bonne respiration, je me secoue et admettons Ah. que c'est la chose la plus extraordinaire que je vis. En quoi je me suis livrée quelque chose d'extraordinaire? Et Mmh. cet espace-là, c'est vraiment ce qui m'a, amenée à un constater à quel point j'étais une grande créatrice de merde parce que j'avais une facilité, j'allais spontanément créer de la merde à partir de n'importe quoi qui n'en était pas. Donc, la prise de conscience lorsqu'on s'intercepte dans c'est qu'est-ce que je suis en train de faire de ça? Quel rôle je suis en train de me donner dans cette situation-là ou dans cette relation-là? Et pourquoi c'est si important pour moi d'exister sous cette forme-là? Est-ce que je pourrais est-ce que ça pourrait être autre chose? Donc, c'est vraiment moi ce qui m'a aidé à sortir de ce que j'appelle la maladie mentale, où est-ce que je me servais de tout pour me faire du mal et de basculer du côté admettons là que je pourrais me faire, le plus grand bien du monde à partir de cette expérience-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Et et c'est vraiment fascinant ce point, je fais tout le temps comme un Y, parce que on a on ne s'est pas assis sur l'espace de choix. On a déduit quand on était petit qu'il y avait juste une route et on s'égare dans cette route-là où est-ce que c'est toujours le pire. Et on oublie de s'asseoir à l'intersection puis de dire: «Bon, ben, est-ce que je fais de ça quelque chose d'extraordinaire ou je fais de ça la confirmation que je subis ma vie?» Donc et tout mon programme, dans mon école est dédié à ramener la personne dans: «Je ne suis pas ce que je fais de moi, je suis ce qui choisit de croire en ce que je fais de moi». Donc, lorsqu'on Mmh. redevient conscience, on redevient présence, on redevient un choix sur 2 pattes. Ça c'est ça qui fait toute la Mmh. différence dans notre vie et moi, c'est ce qui a changé ma vie totalement. De Mmh. me Mmh. redonner le choix. Redonner le choix. Ouais, ouais, ouais. En même temps, moi je pense, aussi, que tout le monde en peut faire un choix différent. Par contre, parfois, il faut attendre le moment. Comme dans sur ton chemin, il y a eu des moments où c'était pas le moment de comprendre que tu peux faire autrement. Il faut trouver le bon moment. Parfois, justement, tu entends, ton témoignage qui est poignant et vraiment mais pour les personnes, ça ne vibre pas forcément, parce que c'est pas le moment. Peut-être ils vont l'écouter dans 2, 3 ans après, «Ah mais j'ai pas entendu ça» et finalement, maintenant, c'est le moment. Donc, toi, qu'est-ce que tu voudrais que les la personne comprenne aujourd'hui? OK, donc comment les amener à aller vers ce moment-là tant attendu? Ouais, OK, bah oui, je bah dirais oui, il est pas facile. oui, ben, de tu sais, on entend pour beaucoup: «Ah, trouvez votre voie, croyez en Dieu, bla bla bla». Moi, je dirais plus
cesser d'être convaincu qu'on subit notre vie. Mmh. Tu sais, on ne réalise pas à quel point on crée notre vie jusqu'à ce qu'on recule jusqu'au choix. C'est comme si, admettons, on met un espace-temps, là, et on se promène sur cet espace-temps-là et il y a un choix et il y a une conséquence, une expérience, une vérité, une réalité qui s'expérimente. Mais étant donné qu'on n'est pas conscient de l'espace choix, c'est ce qui fait qu'on a l'impression de subir notre vie. Complètement. Donc, lorsqu'on vit quelque chose, Heu, il y a une phrase que j'aime bien me poser quand j'ai l'impression de subir ma vie puis qu'on m'a encore livré un je me demande: «Qu'est-ce que je me suis livré? Pourquoi c'est Mmh. si important pour moi d'exister sous cette forme-là?» Et Mmh. souvent, ça va de passer par ces questions-là, va nous ramener à un besoin qui est souvent inconscient, d'un ego, parce qu'on en a plusieurs. Comme par exemple la victime, c'est un ego très répandu et ce qui est important de comprendre là, c'est que la victime, qu'elle se sache victime, qu'elle se crée victime ou qu'elle soit vraiment victime, on s'en fout et bien souvent, bien des victimes ne se voient pas comme telles. Donc mais peu importe ce qui amène dans «j'existe sous cette forme-là», c'est le besoin conjoint entre l'âme et l'ego de vouloir exister à tout prix. C'est comme Mmh. parle-en mal, parle-en bien, mais parle-en. C'est pareil. C'est tant que j'existe sous une forme X, je veux exister et l'ego ne veut pas mourir. Donc, c'est sûr que si tu as la forme, et comme moi, j'existais sous la forme de je suis un drame sur deux pattes, ben ça ne voulait pas mourir. Donc, lorsque j'ai fait le choix de mourir à mon incarnation de drame, c'est très, difficile de choisir de mourir parce que le cerveau, bien sûr, va l'associer au corps alors que c'est simplement un ego, une identité qui meurt. Donc c'est un processus très, turbulent au niveau de l'intérieur, mais cet espace-là où on doit choisir volontairement de mourir à ce que nous étions pour pouvoir renaître à autre chose dans la même vie. C'est là que Mmh. souvent ça c'est donc cet espace-là où est-ce qu'on conscientise qu'on est arrivé à exister sous une forme parce qu'on a choisi de croire qu'on avait un impact sur notre environnement. C'est lorsque Mmh. nos égos naissent de quand on fait une différence, qu'on a un impact ou qu'on se sent vu et entendu. Nos égos naissent de ces semences-là. Donc, c'est pas qu'on voulait être ça. Mais c'est qu'on est né comme ça et là, on veut rester en vie. Donc souvent, ce qu'on se livre, c'est ce qui nous permet d'exister dans la forme qu'on existe. Donc oui, Mmh. on le Mmh. voulait, même si c'est de la merde, on le voulait, mais inconsciemment parce qu'on n'avait pas conscience de ce qu'on faisait de nous. Donc si je fais de moi Et un oui. drame sur 2 pattes, ben, j'avais besoin de tous les drames possibles et imaginables et surtout mon lien d'alliance le plus solide était la culpabilité. C'est très facile de générer des liens coupables. Donc, il a fallu que Ah j'accepte bah de oui. mourir à ça pour naître à autre chose. Mmh. Et mourir, c'est important dans un sens, sinon il y a pas de transformation. Parce que sinon ça s'appelle une continuité, hein, donc il faut un arrêt à un moment donné pour pouvoir, repartir, et c'est de là qu'il y a le changement qui commence à arriver. En effet. Hein. Donc un point de bascule, moi j'appelle ça vraiment le point de bascule de notre vie qui nous fait, et quand on se rappelle encore, des années et des dizaines d'années après, je me rappelle de ce moment-là parce que c'est quelque chose de très impactant pour nous et c mmh, donc le point de bascule Ouais, puis tu sais, quand qui j'ai a fait que réalisé que, tu sais, tout pendant 25 ans, j'étais la victime d'une agression sexuelle et qu'au bout de 28 ans, j'étais l'héroïne d'une agression sexuelle qui avait appris l'amour inconditionnel, qui avait appris à refondre sa réalité, une grande créatrice divine, j'ai fait comme: «Wow!» Tu sais, pour moi, mmh, ça a été comme: comment j'ai pu être aussi convaincue pendant 25 ans que j'étais ça?
et que tout à coup, je faisais autre chose. Et ce qui est fascinant de cette expérience-là, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'est même pas encore finie parce que j'ai eu tellement à raconter cette histoire-là de différents angles de vue, parce que là, toi, on parle du discours intérieur, mais avec d'autres, c'était d'autres choses. Donc, j'ai tellement raconté cette histoire-là sous différents angles que je continue d'aller chercher des pépites d'or incroyables de cette expérience-là qui m'a permis d'étudier l'humain dans toute sa splendeur, dans toute sa création. C'est fascinant. C'est fascinant, hein, et ça prend pas de fin, en fait, hein. C'est constant, hein. C'est vraiment, un parcours, et un voyage, extraordinaire, hein, et tu vois, si la jeune fille, hein, que tu étais à l'époque, était assise à côté de toi aujourd'hui, donc on commence à arriver vers la conclusion, qu'est-ce que tu aimerais, lui dire? Ça m'émeut parce que je suis capable de plonger dans cet espace-temps-là. Et ce qu'elle aurait le Mmh. plus besoin d'entendre, c'est: «Parle, ma grande, les gens ont besoin d'entendre ce qui vit en toi. Mmh. Hem, Sois vrai, les gens ont besoin de vérité. Sois transparente, les gens ont besoin d'apprendre à vivre». Heu, c'est cet cet enfant-là ou cette adolescente-là avait tellement la conviction, la certitude de devoir être n'importe quoi sauf ce qu'elle était, un être hautement sensible, qu'elle s'est égarée dans une hypocrisie qui l'a tellement détruite que je lui dirais: «Vite, vite, vite, sois vrai». C'est Soit c'est vrai. ce qu'elle avait le plus besoin d'entendre, d'avoir la permission d'être vraie, d'être elle-même, parce que je dirais que c'est ce qui m'a détruit le plus. Je raconte dans Merci. mon deuxième livre, heu, une anecdote, très où est-ce que justement, le monstre en moi a explosé, et à la suite de ça, j'ai reçu en canalisation une information, qui m'a vraiment secouée, et c'était: «L'enfer d'une personne naît le jour où il croit devoir être autre chose que ce qu'il est». Que ce Mmh. soit par la culpabilité, la honte, l'impuissance, peu importe, du moment qu'on choisit de croire qu'on doit être autre chose que ce qu'on est, c'est la naissance de notre enfer, et je ne souhaite plus ça à personne. C'est pour ça que j'enseigne l'authenticité. Ah, merci, merci beaucoup, Chantal, c'est bouleversant d'entendre ce que tu as traversé et de quelle manière tu as pris ça, cette transformation. J'ai beaucoup de gratitude pour toi, que tu as trouvé dans ton agenda un moment pour nous, pour que ce voyage continue et que ça soit vraiment, comment dire? Émancipateur. Ouais, mais surtout, que ça diffuse en fait, loin parce que tu es au Canada, je suis à Paris, et peut-être la personne qui nous entend, elle est, en Chine, je ne sais pas, quelque part, donc ça n'a pas de lieu, et que ça vibre en fait, aussi bien ton histoire, et merci, et je crois, Chantal, que tu as proposé quelque chose pour nos auditeurs, pour, une expérience. Pour ne pas, rester, comme ça, de se dire: «Merci, au revoir», pour que ça puisse justement être intégrative, et peux-tu nous expliquer ce que tu as prévu pour nos Oui, auditeurs? c'est un petit quelque chose que j'offre toujours à la fin de mes conférences, où est-ce que, je suis totalement consciente que de parler d'émotions et de vivre et de partager une vie émotionnelle comme ça amène beaucoup de mouvements, de turbulences à l'intérieur de nous, et des fois, c'est déstabilisant. Donc j'amène c'est des chants intuitifs que je fais, qui sont inspirés des soins que j'apporte, qui amènent un apaisement neurosensoriel dans le corps, dans l'esprit, qui amène une paix à l'intérieur de nous. Donc, Mmh. j'ai pensé de faire un petit cadeau à ta clientèle, à tes auditeurs et auditrices aujourd'hui, pour leur permettre de s'apaiser de ce beau moment qu'ils ont passé avec nous.
Alors, je vais juste, Mmh. modifier mon son, moi, pour que tu puisses avoir une qualité, au niveau du son, parce que mon son est quand même particulier. Alors, pour ceux qui écoutent, je vous invite à vous asseoir confortablement, position debout, couché, ça peut être, en autant que c'est confortable, les yeux ouverts ou fermés, c'est pas important. On se concentre sur le corps, tout simplement. On observe qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se vit à l'intérieur. On s'abandonne totalement en commençant par prendre une bonne inspiration profonde. Et je t'invite à imaginer l'espace d'un instant, que tu sois exactement ce que tu dois être, à l'endroit exactement où tu dois être, au moment précis où tu dois y être, et à t'abandonner et à te laisser surprendre par cet espace où tu suffis parfaitement. Et avec une inspiration profonde, à t'abandonner à cette vague que je t'amène aujourd'hui. Je t'invite à prendre une inspiration profonde et à te souvenir que cette paix et ce calme sont accessibles à chaque instant si tu t'en accordes le droit. Mon nom est Chantal Beaumont et en tant que fragment de l'Alliance universelle, je te redonne ton pouvoir divin et ton accès à cette paix accessible en tout temps. Merci Chantal pour ta sincérité, pour ta puissance et pour la manière profondément humaine dont tu as accepté de raconter ce chemin. À travers ton histoire, on entend ce que cela coûte parfois de survivre trop longtemps en se coupant de soi-même. Mais on entend aussi autre chose, cette possibilité de revenir, de recommencer à sentir, de reprendre sa place dans sa propre vie. Je crois que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce que tu racontes, pas forcément dans les mêmes événements, mais dans cette sensation d'avoir longtemps tenu pour les autres, avant de découvrir qu'il était peut-être temps de commencer enfin à vivre pour soi aussi. Et merci également pour le cadeau que tu nous offres à la fin de cet épisode avec ta voix, un moment profondément apaisant, presque comme une respiration après tout ce chemin traversé. La semaine prochaine, je vous proposerai un nouvel épisode de décryptage autour de l'histoire d'Hélène. Nous explorons ce qui peut se passer lorsqu'une personne a appris à minimiser sa douleur, à rester facile émotionnellement, jusqu'au moment où le corps et un accident de vie vient tout arrêter brutalement. Il sera question de résilience,
de douleur physique et émotionnelle, de compassion envers soi, mais aussi de ce moment où certaines personnes découvrent enfin qu'elles ont le droit d'avoir mal. Merci d'avoir écouté Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Si cet épisode vous parle, vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en laissant une étoile ou en le partageant autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.